200 guerriers comanches n'apparaissent pas dans votre grange par accident. Ils viennent pour le sang, pour la justice ou pour la guerre. Et Thaddeus Bear Malister était sur le point de découvrir de qui il s'agissait. Mais revenons là où tout a commencé. 24 heures plus tôt, le fils du Texas s'en en prenait sans pitié au ranch de Bear, quelque part entre Amarillo et nulle part, lorsqu'il aperçut pour la première fois la petite silhouette trébuchant sur sa propriété. À 34 ans, Bear avait connu de nombreux problèmes au cours de ces années passées à travailler dans l'élevage du bétail. Mais quelque chose dans cette matinée particulière semblait différent. C'était même faux. Il réparait un poteau de clôture cassé près du ruisseau lorsqu'un mouvement attira son attention. Un enfant de 8 ou 9 ans seulement marchait en zigzag instable vers sa source d'eau. Les vêtements de l'enfant étaient déchirés, des vêtements traditionnels amérindiens qui avaient connu des jours meilleurs. Et même de loin, Bear pouvait voir à quel point la faim rendait chaque pas difficile. La plupart des éleveurs de ces régions auraient d'abord pris leurs fusils et posé des questions plus tard. Les relations entre les colons et les tribus comanches locales étaient tendues depuis des années, avec des raids et des contre-raids qui maintenaient tout le monde sur le qui-vive. Mais Bear avait toujours été différent, peut-être trop différent pour son propre bien. Il posa ses outils et marcha lentement vers l'enfant, les mains visibles et les mouvements délibérés. En s'approchant, il put voir que c'était une jeune fille, ses yeux sombres trop grands pour son visage mince, les lèvres gercées par la déshydratation. Elle leva les yeux vers lui avec un mélange de peur et de désespoir qui le frappa comme un coup de poing dans le ventre. La jeune fille parlait rapidement en comanche, des mots qu'il ne pouvait pas comprendre, mais leur sens était suffisamment clair. Elle mourait de faim, peut-être n'avait-elle pas mangé depuis des jours. Ses petites mains faisaient un geste vers sa bouche, puis vers le ruisseau. Un langage universel de besoins qui transcendait toutes les barrières culturelles. Bear pensait à ses voisins, à ce qu'ils diraient s'ils le voyaient aider un enfant comanche. Il pensait aux avertissements qu'il avait entendus en ville à propos des récentes tensions avec les tribus. Il réfléchit à la chose intelligente à faire, à la chose sûre à faire. Puis, il regarda à nouveau dans ses yeux désespérés et prit la décision qui allait tout changer. Sans un mot, Bear prit la fille dans ses bras. Elle ne pesait presque rien et il la porta vers sa cabine. Elle n'a pas résisté, trop faible pour se battre même si elle l'avait voulu. En marchant, il pouvait sentir son petit corps trembler, que ce soit par peur, par faim ou par les deux, il ne pouvait pas le dire. Et à l'intérieur de sa modeste cabine, Bear l'assit doucement sur sa seule chaise et se déplaça rapidement pour préparer la nourriture. Il lui restait un peu de ragoût de la veille, encore chaud sur le feu, et du pain frais qu'il avait cuit le matin même. L'odeur de la nourriture sembla légèrement ranimer la jeune fille, et pour la première fois, il vit quelque chose qui aurait pu être de l'espoir scintiller dans ses yeux. Et alors qu'il versait le ragoût dans un bol, Bear aperçut quelque chose qui lui glaça le sang. Autour du cou de la jeune fille, partiellement caché par ses vêtements déchirés, se trouvait un collier distinctif, composé de perles complexes et de motifs qu'il avait déjà vus auparavant. Son voisin, le vieux Pete Morrison, lui avait décrit exactement ces schémas la semaine dernière. Il s'agissait des perles cérémonielles portées par la famille du chef White Bull, le chef comanche le plus puissant de la région. La main de Bear se figea à mi-chemin de la remise du bol. Si cette fille était bien celle qu'il pensait, il n'aidait pas seulement un enfant affamé. Il hébergeait la fille de l'homme qui pouvait faire tomber 200 guerriers sur sa tête sans transpirer. Mais il était trop tard pour changer de cap. La fille était déjà en train d'attraper la nourriture avec des mains tremblantes, et Bear ne pouvait pas se résoudre à la repousser.
Il lui tendit le bol et la regarda manger avec la faim désespérée de quelqu'un qui n'avait pas vu de nourriture depuis des jours. Ce que Bear ne savait pas, c'est qu'à 32 kilomètres de là, un groupe de recherche Comanche venait de trouver la piste de la jeune fille menant directement à son ranch. Et le chef White Bull lui-même chevauchait à la tête de ce groupe. Son visage était un masque de fureur et de chagrin qui ne promettait que des ennuis à celui qui avait enlevé sa fille. La fille finit de manger et leva les yeux vers Bear avec quelque chose qui aurait pu être de la gratitude. Mais alors que les ombres de l'après-midi commençaient à s'allonger sur sa propriété, Bear ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'il venait de prendre, soit la meilleure décision de sa vie, soit la dernière qu'il prendrait jamais. La fille s'endormit dans la chaise de Bear en moins d'1 heure, l'épuisement ayant finalement pris le dessus sur son petit corps. Bear la couvrit de sa seule couverture et essaya de se convaincre qu'il avait fait la bonne chose. Mais à mesure que le soir approchait, cette conviction commençait à s'effriter. Le bruit des sabots sur le chemin de terre lui fit tourner l'estomac. Bear regarda par sa fenêtre et vit son voisin, Cletus Hartwell, se diriger à toute vitesse vers sa cabane avec 2 autres hommes que Bear reconnut de la ville, le shérif adjoint Jake Morrison et le prédicateur local, le révérend Thomas. Bear sortit avant qu'ils ne puissent descendre, espérant garder la voix basse et éviter de réveiller la fille. Mais Cletus criait déjà avant que son cheval ne s'arrête complètement. « Ours, espèce d'idiot maudit, mais à quoi penses-tu » Le visage de Cletus était rouge de colère et de quelque chose qui ressemblait à de la peur. Morrison dit ici qu'il a vu des signaux de fumée venant des collines cet après-midi. Les Comanches recherchent quelque chose ou quelqu'un. Le député Morrison hocha la tête d'un air sombre. « Mon père m'a envoyé un message de la ville. La fille du chef White Bull a disparu il y a 3 jours lors d'une partie de chasse. On dit qu'elle s'est égarée et s'est perdue dans une tempête. » Il s'arrêta, étudiant attentivement le visage de Bear. « Vous ne sauriez pas quelque chose à propos d'une jeune Comanche disparue par hasard ?» Bear sentit sa gorge s'assécher. La chose intelligente serait de mentir, de les renvoyer et de résoudre le problème par lui-même. Mais ces hommes étaient ses voisins depuis des années, et malgré leurs défauts, ils étaient là par véritable préoccupation. « Elle est à l'intérieur, » dit doucement Bear, à moitié affamé et épuisé. Je ne pouvais pas la laisser mourir. Le silence qui suivit était assourdissant. Le révérend Thomas fut le premier à prendre la parole, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « As-tu une idée de ce que tu as fait ?»« J'ai aidé un enfant affamé, » répondit Bear. Mais même en le disant, il pouvait entendre à quel point cela semblait naïf. Cletus commença à faire les 100 pas, passant ses mains dans ses cheveux. « Ils vont penser que tu l'as enlevé. Bon sang, ils pensent probablement déjà ça. On sait que White Bull a détruit des colonies entières pour moins que ça. » Le député Morrison reculait déjà vers son cheval. « Je dois signaler ça, Bear, c'est mon devoir, mais je vais vous donner une longueur d'avance. Ramenez-la auprès de son peuple avant qu'il ne vous trouve ici. »« Dans le noir ?» demanda Bear. « Elle peut à peine marcher. »« Et comment suis-je censé m'approcher d'un camp Comanche sans me faire cribler de flèches ? C'est ton problème maintenant, » dit Morrison en montant sur son cheval. « Je vais en ville pour avertir tout le monde. Si White Bull décide de faire de vous un exemple, il ne s'arrêtera peut-être pas seulement à votre ranch. » Alors que les 3 hommes s'éloignaient, Bear se tenait seul dans l'obscurité croissante, écoutant la respiration calme de la fille depuis l'intérieur de la cabane. Il pensait monter en selle et essayer de trouver le camp des Comanches, mais il savait que c'était un suicide. Il pensait la charger dans son chariot et essayer d'atteindre la ville la plus proche, mais cela ne ferait qu'empirer les choses. La vérité était qu'il n'y avait pas de bonne solution à cette situation. Toutes les options menaient au même endroit,
une confrontation avec l'un des chefs de guerre les plus redoutés du Texas. Comme s'il avait été invoqué par ses pensées, un nouveau son se propagea à travers les plaines. Ça, c'est le rythme lointain des tambours de guerre, se rapprochant à chaque minute. Le sang de Bear se transforma en glace. Il n'attendait pas le matin. Les Comanches arrivaient ce soir. Bear se précipita dans la cabine, son esprit s'emballant. Les tambours de guerre devenaient de plus en plus forts et il pouvait maintenant distinguer les battements individuels du rythme, lent, méthodique et absolument terrifiant. Ce n'était pas le bruit chaotique d'un groupe de raids. C'était quelque chose de bien plus organisé et d'infiniment plus dangereux. La jeune fille s'agita sur la chaise, réveillée par le son des tambours. Ses yeux s'ouvrirent grands et, pour la première fois depuis qu'il l'avait trouvée, Bear vit la reconnaissance traverser son visage. Elle comprenait mieux que lui ce que signifiaient ces tambours. Elle parla rapidement en comanche, désignant la porte puis elle-même. Même sans comprendre les mots, Bear pouvait voir la panique dans ses mouvements. Elle essayait de lui dire quelque chose d'important, mais la barrière de la langue rendait la communication impossible. Bear s'agenouilla à côté de sa chaise, parlant aussi calmement qu'il le pouvait. « Je sais que tu ne peux pas me comprendre, petite, mais j'essaye de t'aider. Ces tambours, c'est ton peuple qui vient te chercher, n'est-ce pas ?» La fille hocha vigoureusement la tête, puis attrapa la chemise de Bear et le tira vers la fenêtre. Elle pointa du doigt l'extérieur et leva les deux mains, ouvrant et fermant ses doigts à plusieurs reprises. Bear compta au rythme de ses mouvements. 10, 20, 30. Elle continua jusqu'à atteindre ce qui semblait être 200. Les jambes de Bear fléchirent. 200 guerriers. Il avait espéré peut-être une douzaine de braves en colère avec lesquels il pourrait raisonner. Mais 200, c'était suffisant pour raser chaque ranch sur 50 000. Les tambours s'arrêtèrent brusquement et le silence qui suivit fut en quelque sorte pire que le vacarme. Bear s'approcha de la fenêtre et regarda dans l'obscurité. Au début, il ne vit rien. Puis, comme des fantômes se matérialisant dans la nuit même, il commença à distinguer des formes se déplaçant sur sa propriété. Ils arrivaient en formation parfaite, des guerriers à cheval répartis en un large demi-cercle qui se resserraient lentement autour de sa cabane. Même au clair de lune, Bear pouvait voir la peinture de guerre sur leurs visages, les plumes dans leurs cheveux, les armes dans leurs mains. Ce n'étaient pas des hommes venus pour négocier. La fille tira de nouveau sur la manche de Bear, cette fois en faisant un geste vers elle-même puis vers la porte. Elle voulait aller vers eux, mais Bear ne pouvait pas dire si cela aiderait ou empirerait les choses, et s'il pensait qu'il lui ferait du mal, et s'il ne croyait pas qu'elle venait à lui de son plein gré. Une seule voix s'éleva dans l'obscurité, parlant en anglais avec un fort accent, mais une clarté parfaite. « Homme blanc, nous savons que tu as pris quelque chose qui nous appartient. Envoie la jeune fille, et peut-être vivras-tu assez longtemps pour voir le deuil. » La bouche de Bear s'assécha. La voix exprimait une autorité absolue. Il devait s'agir du chef White Bull lui-même. Bear avait entendu des histoires sur cet homme. Comment il avait uni plusieurs tribus sous sa direction, comment il n'avait jamais perdu une bataille contre la cavalerie. Et maintenant, Bear allait lui faire face à travers le canon d'une conversation qui pourrait se terminer par la mort de tout le monde. Bear s'avança vers la porte, mais la fille lui attrapa le bras avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi petit. Elle secoua la tête frénétiquement, se désigna du doigt, puis fit un geste tranchant à travers sa gorge. Elle essayait de l'avertir de quelque chose. Mais quoi? Puis cela le frappa comme un éclair. La fille n'était pas seulement la fille du chef. Elle était la fille unique du chef. Dans la culture comanche, cela la rendait inestimable. Pas seulement pour sa famille, mais aussi pour l'avenir de la lignée. Si quelque chose lui arrivait pendant qu'elle était sous la garde de Bear,
Même si ce n'était pas de sa faute, White Bull n'aurait d'autre choix que de faire de lui un exemple que les autres colons n'oublieraient jamais. Bear réalisa, avec une horreur croissante, que sauver la vie de la fille avait peut-être été la partie la plus facile. Il devait maintenant prouver à 200 guerriers armés qu'il l'avait sauvée et non enlevée. Et il avait environ 30 secondes pour trouver comment faire cela avant que le chef White Bull ne perde patience et ne transforme son ranch en champ de bataille. Bear prit la décision la plus difficile de sa vie. Il ouvrit la porte de la cabane et sortit, les mains levées, la fille le suivant de près. La vue qui l'accueillit semblait tout droit sortie de ses pires cauchemars. 200 guerriers comanches étaient immobiles sur leurs chevaux, formant un cercle parfait autour de sa propriété. La peinture de guerre brillait au clair de lune et toutes les armes étaient pointées directement sur lui. À l'avant de la formation se trouvait un homme qui ne pouvait être que le chef White Bull, massif, imposant, avec des stries argentées dans ses longs cheveux noirs et des yeux qui semblaient brûler d'une fureur à peine contenue. La fille courut vers son père en criant en comanche, mais, au lieu des joyeuses retrouvailles que Bear attendait, les expressions de White Bull s'assombrit encore. Le chef descendit de cheval et s'agenouilla à côté de sa fille, l'examinant attentivement tandis qu'elle parlait rapidement, faisant des gestes vers Bear et la cabane. Bear ne comprenait pas les mots, mais il savait lire le langage corporel du chef. Chaque muscle de la silhouette de White Bull était tendu comme un ressort prêt à exploser dans la violence. Quoi que la fille lui dise, cela n'arrangeait rien. Finalement, White Bull se leva et marcha vers Bear d'un pas lent et délibéré. Les autres guerriers restèrent à cheval, mais déplacèrent de leurs armes, un mouvement subtil produisant un son semblable à celui de Crotale, prêt à frapper. « Ma fille me dit que tu la nourris, » dit White Bull, son anglais précis et glacial. « Elle me dit que tu lui as donné un abri ?» Il s'arrêta juste à portée de main, suffisamment près pour que Bear puisse voir les cicatrices complexes sur la poitrine du chef, marque d'innombrables batailles gagnées et d'ennemis vaincus. « Oui, » répondit Bear, sa voix plus ferme qu'il ne se sentait. « Elle mourait de faim. Je ne pouvais pas laisser un enfant mourir. » White Bull l'étudia longuement. « Elle me dit aussi que tu as vu les perles sacrées de notre famille autour de son cou. Tu savais qui elle était, mais tu ne nous l'as pas immédiatement rendue. » Le cœur de Bear se serra. C'était ça, le moment où tout avait dérapé. J'allais la ramener le matin. Elle était trop faible pour voyager de nuit. « Peut-être, » dit White Bull. « Ou peut-être, as-tu pensé la garder comme butin pour l'échanger contre du bétail, des chevaux ou un passage sûr à travers nos terres? » L'accusation flottait dans l'air comme la fumée d'un bûcher funéraire. Bear pouvait sentir le poids de 200 pères Dieu sur lui. Des guerriers attendaient le signal de leur chef pour transformer cette conversation en massacre. « Ce n'est pas vrai, » dit Bear. « Je n'ai jamais rien voulu de toi. Je ne pouvais tout simplement pas laisser un enfant souffrir. Si vous étiez Bear, que feriez-vous? Vous jeter à la merci d'un chef de guerre qui n'a jamais montré de pitié envers un homme blanc, ou rester sur vos positions et défendre vos actes, même si cela signifie une mort certaine? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai besoin de savoir de quel côté vous seriez, car la décision de Bear allait déterminer si le soleil se lèverait sur la paix ou sur une guerre qui consumerait tout le territoire. White Bull leva la main et chaque guerrier retira ses anneaux d'arc à l'unisson. Le bruit de 200 flèches bandées était comme la mort elle-même prenant une inspiration. « Tu prouveras ta parole, » dit doucement le chef, « ou tu mourras ici même. » L'esprit de Bear s'emballa tandis qu'il fixait les 200 pointes de flèches scintillant au clair de lune. Comment prouver sa bonté à un homme qui n'a vu que le mal chez les siens? Puis l'inspiration frappa comme un éclair. « Ta fille portait ceci quand je l'ai trouvée, » dit Bear en fouillant lentement dans sa poche. Tous les guerriers se crispèrent,
mais il en sortit un petit morceau de tissu déchiré, un fragment du vêtement d'origine de la jeune fille, resté accroché à son poteau de clôture. Je l'ai gardé parce que je pensais que tu voudrais une preuve que je ne lui avais fait aucun mal. White Bull examina le tissu et la reconnaissance vacilla dans ses yeux. C'était bien la robe de cérémonie de sa fille, celle qu'elle portait lorsqu'elle avait disparu. Elle était venue à ma source, continua Bear, sa voix plus assurée. J'aurais pu la chasser, j'aurais pu lui tirer dessus comme à une intruse. Au lieu de cela, je l'ai portée chez moi, je lui ai donné ma propre nourriture, ma propre couverture. Je n'ai rien demandé en retour. La fille prit soudainement la parole, tira le bras de son père et désigna la cabane. Elle courut vers la porte et lui fit signe de la suivre. Confus mais curieux, White Bull fit signe à Bear de les accompagner. Dans la cabane, la fille désigna la chaise où elle avait dormi, puis le bol vide où Bear lui avait servi son ragoût. Elle fit des gestes mimant le fait de manger, de dormir, puis pointa Bear du doigt et sourit, le premier sourire sincère qu'il voyait sur son visage. Mais l'attention de White Bull était attirée par autre chose. Sur la table se trouvait le bien le plus précieux de Bear, une petite photo couleur de sa propre famille, sa femme et son jeune fils, tous deux morts d'une épidémie de choléra 3 ans plus tôt. Le cliché était usé par le temps, entouré de fleurs sauvages séchées que Bear remplaçait chaque semaine. « Toi aussi, tu as perdu des enfants », dit doucement White Bull. Et pour la première fois, sa voix contenait autre chose que de la colère. « Mon fils avait à peu près son âge, » répondit Bear, la gorge serrée. « C'est peut-être pour ça que je n'ai pas pu la renvoyer. » Taureau Blanc prit la photo et scruta les visages des membres de la famille disparue de Bear. Dehors, les guerriers maintenaient leur position, mais l'atmosphère avait changé. La fille continuait de bavarder en comanche, racontant apparemment à son père en détail comment Bear avait pris soin d'elle. Elle dit « Tu aurais pu en profiter. » Taureau Blanc traduisit « Un homme blanc solitaire avec une enfant comanche. Vous auriez pu exiger une rançon, l'utiliser comme protection. Au lieu de cela, vous l'avez simplement nourri et laissé se reposer. » Ours hocha la tête. « Je n'ai aucun différend avec votre peuple, chef. Je travaille simplement ma terre et j'essaie de vivre en paix. » Taureau Blanc resta silencieux un long moment, tenant toujours la photographie. Lorsqu'il parla enfin, ses paroles surprirent tout le monde, y compris sa propre fille. Mes guerriers s'attendaient à trouver un ravisseur ce soir. Ils s'attendaient à brûler cet endroit jusqu'au sol et à reprendre votre scalp comme preuve de notre justice. Il posa soigneusement la photo. Au lieu de cela, nous trouvons un homme qui a fait preuve de gentillesse envers un enfant qui aurait pu être son ennemi. Bear sentit l'espoir vaciller dans sa poitrine, mais il pouvait également entendre un mouvement agité à l'extérieur. 200 guerriers étaient venus ici pour verser du sang, et leur chef parlait de gentillesse. Ce genre de déception pourrait rapidement se transformer en un autre type de violence. Mais il y a toujours un problème, a poursuivi White Bull, et l'espoir de Bear s'est effondré. Mes guerriers ne peuvent pas revenir les mains vides. Ils ne peuvent pas dire à leurs femmes et à leurs enfants que nous sommes partis punir un crime et que nous sommes revenus sans rien d'autre que des mots. Le sang de l'ours s'est glacé. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que même si vous n'aviez aucune intention de nuire, vous avez créé une situation qui exige une résolution. Mon peuple attendait justice ce soir, et s'il ne l'obtient pas, White Bull fit un geste vers la porte où l'on pouvait entendre le son de voix de plus en plus agité. Certains de mes jeunes guerriers croient que tout homme blanc qui touche un enfant comanche pour quelque raison que ce soit doit en payer le prix. Ils pensent que je suis faible en parlant au lieu de me battre. Dehors, quelqu'un a crié en comanche et le son a été repris par d'autres voix. Bear ne comprenait pas les mots, mais le ton était indubitable. Il réclamait du sang. Elle leur dit que vous jugez pour votre gentillesse ne nous rendrait pas meilleurs que les soldats
qui tue sans poser de questions au préalable. Elle dit que si nous punissons la miséricorde, nous devenons les monstres que l'homme blanc croit que nous sommes. Le silence qui suivit fut assourdissant. 200 guerriers étaient assis, immobiles, en train de traiter les paroles d'une fillette de 8 ans qui venait de remettre en question leurs croyances les plus profondes sur la justice et la vengeance. Finalement, Broken Arrow parla, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. La traduction de White Bull est arrivée lentement. Il dit que peut-être l'esprit a envoyé à son frère un enseignant au lieu d'un ennemi. Il dit que la sagesse vient parfois des plus petites voix. Bear sentit quelque chose bouger dans l'air autour d'eux. La tension n'avait pas disparu, mais elle s'était transformée en quelque chose d'autre. White Bull regarda Bayard avec quelque chose qui aurait pu être du respect. « Ma fille vient de faire quelque chose de remarquable. Elle a transformé une fête de guerre en une réunion du conseil. Mais maintenant vient la partie la plus difficile. Qu'est-ce que c'est? Vous devez leur prouver que sa foi en vous était justifiée. Ce soir, dans notre village, devant les anciens qui ont passé toute leur vie à haïr votre peuple, êtes-vous prêt à parier votre vie sur la parole d'un enfant? » Bear regarda la fille qui le regardait avec ses mêmes yeux désespérés. Mais cette fois, elle offrait son aide. Et d'une certaine manière, cela a fait toute la différence. Le trajet jusqu'au village Comanche a duré 3 heures à travers un terrain que Bear n'avait jamais vu auparavant. Alors qu'ils approchaient du camp, Bear pouvait voir des dizaines de feux vaciller dans l'obscurité et entendre le faible murmure des voix alors que la nouvelle de leur arrivée se répandait. Le conseil tribal s'est réuni immédiatement. 7 anciens étaient assis en demi-cercle autour d'un feu central. Bear se tenait au centre, pleinement conscient qu'il était probablement le premier homme blanc à entrer dans cet espace sacré et à vivre pour en parler.